Les banques centrales continuent de parler de créer une monnaie numérique de banque centrale. Elles disent cela depuis des décennies. Mais c'est déjà ce que leurs monnaies nationales sont. Actuellement, l'euro, le dollar et d'autres monnaies nationales sont déjà numériques à 80 ou 90%. Donc quand elles disent vouloir créer quelque chose comme Bitcoin, je pense qu'elles ne comprennent pas ce que cela signifie. Honnêtement, ce n'est pas une option dont vous pouvez faire le choix ou non. Vous allez soit adopter Bitcoin, soit regarder votre richesse perdre sa valeur, pendant que ceux qui y investissent voient leur argent s'apprécier. Saifedean Ammous est un économiste et écrivain parmi les plus reconnus dans la communauté Bitcoin. Il est l'auteur de différents livres sur l'économie, Bitcoin et le système fiat. Son ouvrage, The Bitcoin Standard, paru en 2018, est le plus célèbre, et c'est notamment ce livre qui a convaincu Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, d'investir la totalité de sa fortune ainsi que celle de son entreprise dans Bitcoin. Lors d'une intervention qui a eu lieu le 3 octobre 2019, Saifedean Ammous répondait à différentes questions sur l'adoption du Bitcoin dans notre société. Selon Ammous, le Bitcoin rétablira une répartition des richesses équitable dans l'avenir. Il compare également l'adoption du Bitcoin à celle des armes à feu, en expliquant que les individus et les institutions n'auront pas d'autre choix que d'adopter la crypto-monnaie, au risque de voir leur richesse se déprécier face à ceux qui adopteront la monnaie la plus solide de notre ère. Il explique également pourquoi il pense que les CBDC, les régulations ou les interdictions imposées par les États n'auront pas d'impact significatif sur l'adoption du Bitcoin, et comment les incitations économiques rendent cette adoption inévitable. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo pour plus de contenu similaire. Sans plus attendre, voici l'extrait de Saifedean Ammous. Je ne pense pas qu'il soit possible que le prix et que le taux de hachage de Bitcoin se stabilisent, car il n'y a pas de sécurité suffisamment bonne. La sécurité est comme une course aux armements. À mesure que la puissance de calcul devient moins coûteuse, attaquer Bitcoin devient également moins coûteux. Donc Bitcoin doit constamment se renforcer pour rester sécurisé. De mon point de vue, Bitcoin doit continuer à croître, et la puissance de calcul continuera d'augmenter, ce qui signifie que sa valeur augmentera également. Et je pense que tout le monde devra s'adapter. Honnêtement, ce n'est pas une option dont vous pouvez faire le choix ou non. Vous allez soit adopter Bitcoin, soit regarder votre richesse perdre sa valeur, pendant que ceux qui y investissent voient leur argent s'apprécier. Pensez-y simplement, si vous avez 1 million de dollars dans une devise qui se déprécie constamment, alors que quelqu'un d'autre a 10 000 dollars dans une devise qui s'apprécie constamment, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne vous dépasse. Les gens ne sont pas stupides, ils s'en rendront compte et voudront être du bon côté. Quand je parle de l'adoption de Bitcoin, les gens l'imaginent comme l'adoption de l'iPhone, quelque chose de mignon et agréable et que les gens achètent et finissent par adopter. Mais je pense que ce n'est pas le modèle de Bitcoin. Bitcoin ressemble davantage à l'adoption de la poudre à canon et des armes à feu. Si on y réfléchit, l'armée française n'a pas vraiment eu le choix que d'adopter la poudre à canon, n'est-ce pas? Aurait-il pu rester à l'ancienne et garder des bâtons, des pierres et des épées et ignorer la poudre à canon? Toute armée ayant pris cette décision s'est inévitablement fait dépasser par une autre armée, équipée de la poudre à canon. Au final, le monde entier a adopté la poudre à canon, soit parce qu'ils l'ont adoptée, soit parce qu'elle a été utilisée contre eux. Et je pense que c'est pareil pour Bitcoin, c'est la poudre à canon du monde financier. C'est le moyen le plus sûr d'envoyer de l'argent à travers le monde. C'est la méthode la plus sécurisée et la monnaie la plus solide que nous ayons jamais inventée. Donc ce n'est pas une question de vouloir adopter Bitcoin ou non, ni de convaincre les gens avec du marketing. Mon livre ne fait pas la promotion de Bitcoin parce que je ne pense pas que le marketing ait une importance pour son adoption. Au final, c'est simplement une réalité économique. La monnaie la plus solide gagne. L'or a surpassé l'argent, non pas grâce à une meilleure stratégie marketing ou à une propagande, mais à cause d'une réalité économique. Et je pense que c'est exactement ce qui se passera avec Bitcoin, à long terme. D'ailleurs, je voudrais ajouter un point sur le sujet de la répartition des richesses. Évidemment, il y aura beaucoup de ressentiment envers les premiers Bitcoiners. Quand quelqu'un a investi 1000 dollars et se retrouve quelques années plus tard avec 5 millions de dollars, forcément, cela peut peut-être paraître injuste pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire cet investissement. Cependant, à long terme, Bitcoin mènera à une répartition des richesses beaucoup plus équitable que le système actuel, pour une raison très simple. Il supprimera complètement la capacité de quiconque à s'enrichir en imprimant de l'argent, ce que font actuellement les gouvernements avec l'inflation de la masse monétaire. Alors oui, vous pourriez devenir riche maintenant parce que vous avez investi tôt dans Bitcoin, mais si vous voulez utiliser cette richesse, vous finirez par dépenser vos bitcoins, et donc cette richesse disparaîtra. Les bitcoiners plaisantent souvent sur le fait de holder jusqu'à la mort et de ne jamais vendre leurs bitcoins. Mais soyons honnêtes, si les bitcoins que vous possédez valent 10 fois la valeur de votre prêt immobilier, que vous avez du mal à rembourser, il est évident qu'à un moment donné, vous allez vendre. Vous voudrez améliorer votre style de vie, vous marier, avoir des enfants et acheter des couches. Donc, à mesure que le prix monte, cela incite les gens à vendre, ce qui redistribue naturellement les richesses.
Au fil du temps, la seule façon de conserver une très grande richesse ressemblera à ce que nous avions sous l'étalon or. Il faudra travailler dur, être productif et gagner son argent. C'est ça, une hard money. La monnaie facile incite tout le monde dans la société à ne pas travailler, mais plutôt à se rapprocher des personnes qui impriment de l'argent. Pourquoi travailler dur quand on peut tirer parti du système? Regardez, si vous dirigez une banque aujourd'hui, votre objectif n'est pas de la gérer efficacement pour satisfaire vos clients, mais de satisfaire le gouvernement et la réserve fédérale qui déterminent la survie et la rentabilité de la banque. En éliminant ce type de structure incitative et en la remplaçant par de la hard money, les personnes qui ont eu de la chance au début perdront leur avantage à long terme. Ce qui déterminera si vous serez riche sur le long terme, ce sera votre productivité et votre capacité à épargner pour conserver votre richesse. Donc ne vous inquiétez pas trop pour les fortunes des tout premiers bitcoiners. Dans le système fiat dans lequel nous vivons actuellement, les individus se sont rendus esclaves par ceux qui possèdent le pouvoir d'imprimer de l'argent. Nous sommes alors tous incités à nous rapprocher le plus possible de la source d'émission de monnaie pour devenir bénéficiaires du système. Évidemment, très peu de personnes ont la possibilité de se rapprocher de cette source de création de monnaie, et c'est ce qui est à l'origine des écarts de richesse massifs qui se creusent entre les riches et les pauvres sur les dernières décennies. Les individus ayant décidé de passer à un Bitcoin standard, c'est-à-dire à utiliser Bitcoin comme actif de trésorerie ou d'épargne principale, ont vu leur fortune augmenter exponentiellement ces dernières années. Ce qui signifie qu'à travail égal, une personne qui épargne en Bitcoin s'enrichit beaucoup plus vite qu'une personne qui épargne en monnaie fiduciaire, comme l'euro ou le dollar. N'ayant pas la possibilité de bénéficier du système fiat, les individus n'auront d'autre choix que d'adopter Bitcoin pour voir leur pouvoir d'achat préservé. Sinon, ils verront leur richesse être dérobée continuellement par ceux qui ont le pouvoir de créer de la monnaie. Chaque personne qui décide de ne pas voir son pouvoir d'achat augmenter prend indirectement la décision de le voir baisser. C'est en ce sens que l'analogie de Saifedean Ammous sur l'adoption du Bitcoin comme celle des armes à feu est très intéressante. Maintenant, voyons ce que pense Saifedean sur la capacité des États et des banques centrales à se défendre pour conserver leurs privilèges face à ce phénomène. En général, je ne m'inquiète pas beaucoup des questions sur les CBDC ou la régulation par les États. Je les ai abordées en détail dans mon livre. Les banques centrales continuent de parler de créer une monnaie numérique de banque centrale. Elles disent cela depuis des décennies, mais c'est déjà ce que leurs monnaies nationales sont. Actuellement, l'euro, le dollar et d'autres monnaies nationales sont déjà numériques à 80 ou 90%. Donc quand elles disent vouloir créer quelque chose comme Bitcoin, je pense qu'elles ne comprennent pas ce que cela signifie. Et ceux qui tiennent ce discours ne saisissent pas vraiment comment Bitcoin fonctionne. Car si une banque centrale voulait réellement créer une monnaie comme Bitcoin, cela signifierait que le règlement des transactions ne serait plus déterminé par la banque centrale, décidant de qui peut ou ne peut pas envoyer de l'argent. Au contraire, cela reposerait uniquement sur la cryptographie. À partir du moment où vous avez la bonne clé privée, vous pouvez envoyer de l'argent, et personne ne peut vous en empêcher. Le truc, c'est que si une banque centrale mettait ça en œuvre, elle signerait sa propre disparition. L'autre rôle d'une banque centrale est de gérer la politique monétaire. Si elle adoptait un système comme Bitcoin, basé sur une politique monétaire programmable et algorithmique, elle mettrait également fin à cette fonction. Donc si leur CBDC leur permet toujours de contrôler l'offre de monnaie et le règlement final des paiements, ça veut dire qu'elles ne font que reproduire le système actuel, avec quelques ajustements techniques. La seule différence avec ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons encore quelques billets physiques en circulation. Maintenant, si elles venaient à essayer de supprimer l'argent liquide, de taxer Bitcoin ou d'empêcher les gens d'acheter du Bitcoin, tout ce qu'elles feraient en réalité, c'est de promouvoir encore plus Bitcoin, car elles renforceront sa nécessité d'utilisation. Si les monnaies numériques de banque centrale rendent impossible de dépenser 100 $ sans qu'elles le sachent, sans que chaque transaction soit enregistrée, alors les gens se tourneront vers Bitcoin, car les gens ne veulent pas que tout le monde sache ce qu'ils achètent, ils ne veulent pas être sans arrêt contrôlés. Par exemple, si un pays interdisait l'achat de Bitcoin via votre banque, cela pourrait sembler négatif dans un premier temps, mais à long terme, cela montrera aux gens que leur argent en banque ne leur appartient pas vraiment. Si quelqu'un peut vous dire « ceci est votre argent, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme vous le voulez », alors ce n'est pas vraiment votre argent, n'est-ce pas? Une fois que les gens réaliseront cela, ils voudront automatiquement détenir une monnaie qu'ils peuvent contrôler. Et c'est exactement ce qu'est Bitcoin. Prenez l'exemple de l'Équateur pendant l'inflation. Ils ont interdit le dollar américain et ont persécuté ceux qui l'utilisaient. Et pourtant aujourd'hui, l'Équateur utilise largement le dollar. Et où est passée leur ancienne monnaie nationale? Elle a disparu. Et tout le monde utilise le dollar en Équateur. En fait, la seule façon efficace de stopper Bitcoin serait de faire l'exact opposé, c'est-à-dire de revenir à un étalon or, donner aux gens une souveraineté complète sur leur argent et permettre aux banques d'offrir une liberté totale et une sécurité anonymisée. Si ce système existait,
Il pourrait représenter une menace réelle pour Bitcoin, car il éliminerait la demande pour Bitcoin en le concurrençant directement sur ses cas d'utilisation. Car pourquoi parier sur une technologie obscure que peu de gens comprennent alors que l'or est là depuis plus de 6000 ans? Mais en fin de compte, je pense que toutes les attaques contre Bitcoin ne sont pas de réelles menaces. Au contraire, elles viennent nourrir le feu et le renforcer encore plus. Si vous n'avez pas encore lu le livre de Sayyidine Amous, The Bitcoin Standard, ou l'étalon fiat en français, nous vous le recommandons fortement pour approfondir les sujets abordés dans cette vidéo. Son second ouvrage, The Fiat Standard ou l'étalon fiat, est également très intéressant pour comprendre comment nous sommes arrivés à l'étalon fiat et quelles sont les conséquences sur l'ensemble de l'économie. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez voir plus de vidéos traduites de cet auteur sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.